l'impact sur notre place financière du Brexit. Alors, pour ce faire, le débat, en partant de la gauche, va s'effectuer entre Frédéric Pelez, qui est directeur adjoint de la direction de la régulation et des affaires internationales à l'AMF, après plusieurs postes importants à l'AMF. Ensuite, Cécile Bieder, qui est directrice juridique de Bank of America France, qui nous donnera un point de vue de banque américaine, qui a choisi Paris pour développer ses activités. Ensuite, nous avons le président Alain Lacabaratz, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, qui travaille énormément au HCJP, je le remercie, qui nous parlera notamment de ce qui a été mentionné par Robert Hoffel, à savoir la modernisation du traitement des dossiers internationaux dans le domaine financier, à laquelle Guy Canivet, l'ancien président de la Cour de cassation, a beaucoup travaillé. Enfin, nous avons Alban Caillemer-Dufferrage, qui est un pilier qui est avocat chez Jones Day, et qui est un pilier de notre haut comité, où il fait un travail vraiment très fourni et d'extrême qualité, qui est spécialiste de plusieurs sujets, notamment tout le monde des dérivés, dont il nous parlera tout à l'heure. Alors, je vais être très bref dans mon introduction, parce qu'elle a été un peu faite par Robert Hoffel. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu de choses dans les accords qui ont été négociés péniblement entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Il y a peu de choses sur le monde financier. C'est assez étonnant. Alors même que la City occupe une place importante dans la vie britannique et puis dans le PIB britannique. Alors, est-ce que ça cache un malaise de la City par rapport à l'environnement post-vote sur le Brexit? C'est pas exclu. Est-ce que ça annonce aux deux extrêmes une séparation, un bouleversement de la réglementation et de la législation britannique sur les marchés financiers? Certains évoquent Singapour sur Tamise. Ou bien, au contraire, le fait qu'on va être dans la continuité sous diverses formes qu'on va regarder tout à l'heure. Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, on l'abordera tout à l'heure. Donc, je pense aussi, on y viendra, qu'il y a de nombreuses manières pour les Britanniques, en fait, de continuer à travailler beaucoup avec et au sein des 27 États de l'Union. Et la manière dont le jeu va se faire va être certainement passionnante et importante pour la place. En tout cas, nous, en ce qui concerne le comité, en plus de tous les rapports qui ont été faits au début de l'aventure, eh bien, on reste en veille très étroite sur notamment les consultations que la FCA, qui est l'AMF britannique, a engagé sur les différents compartiments du jeu, pour savoir si elle va s'écarter du droit européen, qu'elle a en grande partie négocié d'ailleurs elle-même dans les années précédentes, ou bien si au contraire elle va se limiter à de simples adaptations. Alors, nous allons répartir nos travaux en trois thèses, en trois thèmes. D'abord un bilan du Brexit et de l'attractivité. Je vais donner dans un instant la parole à Frédéric Pelez. Ensuite, s'interroger sur la manière dont on a assuré jusqu'à présent la continuité des activités en matière financière malgré cette rupture juridique et politique. Et enfin, les enjeux en matière contentieuse. Alors, sur la première chose, c'est-à-dire le bilan du Brexit et l'attractivité de la place, est-ce que, Frédéric, vous pouvez faire une sorte de premier rapide bilan, compte tenu on a une contrainte de temps considérable, de la relocalisation d'activités et de l'impact sur l'écosystème de la place de Paris? Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, à l'AMF, on a vu passer des dossiers de relocalisation depuis fin 2018 et on peut déjà en tirer quelques grands enseignements. Je crois que si on regarde dans l'ensemble, on a 4 types de configurations de relocalisation qui se sont manifestées. La première, c'est la relocalisation par la création de filiales
en France. Alors, que ce soit des filiales créées ex nihilo, ou bien une transformation de ce qui était précédemment une succursale d'établissement britannique en filiale de droit français. Ça, c'est le premier type de relocalisation. Le deuxième, c'est la formation, l'établissement du succursale d'établissement de pays tiers. Alors ça, c'est un cas de figure un peu plus rare qui résulte en fait du régime national pays tiers qui a été établi par la loi Pacte en 2019 et qui est un peu particulier parce qu'en fait, il donne à la succursale uniquement l'accès au marché français sans le bénéfice du passeport européen. On a quelques établissements, notamment américains et japonais, qui ont choisi cette voie d'accès au seul marché français. Ces deux types-là correspondent en fait à des relocalisations d'entités juridiques. Les deux autres types de relocalisation sont plutôt des relocalisations d'effectifs à structure juridique constante, à savoir des situations dans lesquelles une entité britannique a choisi non pas la France, mais un autre État membre de l'Union européenne pour se relocaliser dans l'Union européenne, et par exemple Francfort ou Dublin, et à partir de cet État membre, a passeporté en libre établissement ses services vers la France. Souvent d'ailleurs en réutilisant une succursale qui était précédemment succursale d'établissement britannique et qui devient donc succursale d'un établissement allemand ou irlandais. Ça, c'est un cas qu'on a vu se produire à de nombreuses reprises. Et puis le quatrième et dernier cas, c'est celui d'établissements français qui ont choisi de déplacer, de transférer des effectifs de Londres vers Paris. Et ça a conduit à des augmentations d'effectifs quand même non négligeables. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été jusqu'ici relocalisées de Londres à Paris. Donc, quand on regarde le résultat de tout ça, en net, sous le prisme des acteurs, depuis fin 2018, on a à peu près une grosse vingtaine de nouvelles entités en matière de fourniture de services d'investissement qui se sont établies à Paris. Je dirais qu'il y en a à peu près autant dans le domaine des sociétés de gestion de portefeuille. Et on a en parallèle un renforcement des entreprises d'investissement existantes, soit parce qu'elles se sont vues rattachées des succursales européennes qui précédemment étaient rattachées à des entités britanniques, soit parce qu'elles ont vu leur agrément étendu pour compléter en fait une offre de services aux clients européens. On note aussi, et on s'en félicite à l'AMF, un grand enrichissement, je dirais, de l'écosystème parisien, parce qu'avec ces relocalisations, la place de Paris compte aujourd'hui des infrastructures de marché un peu plus nombreuses, avec notamment l'établissement à Paris de 5 plateformes de négociation organisées, les OTF, et de 4 plateformes de négociation multilatérales, donc les MTF. Donc Amsterdam en a attiré beaucoup. Nous sommes en deuxième position, mais avec quand même des chiffres intéressants. Je mentionnais les succursales également. On a vu globalement une baisse du nombre de succursales assez significative, mais certaines d'entre elles, il faut garder en tête qu'elles ont été fortement étoffées parce que typiquement certaines banques d'affaires qui avaient choisi Francfort ou Dublin ont choisi quand même de mettre une grosse partie de leurs effectifs dans les succursales parisiennes pour en faire un peu un hub de trading. En quelques mots, je complète ce paysage en rappelant ce qui a été pour nous à l'AMF le principal sujet de vigilance au cours de ces 3 dernières années. Donc on a agréé ces sociétés au fil de l'eau et en contrepartie de quoi on leur a demandé un plan de relocalisation. Donc notre souci a été de nous assurer que au cours des mois qui se sont suivis, le dispositif technique et humain de ces entités a bien été constitué à la fois sur le front office et en matière de conformité. Alors ça nous a amené parfois à être un petit peu plus mordant, certaines sociétés faisant preuve d'une certaine forme d'attentisme, en tout cas jusqu'à l'été 2020, pour des raisons qu'on peut comprendre, qui étaient aussi liées à la crise sanitaire. On leur a rappelé, conjointement avec la CPR, qu'il y avait une impossibilité désormais pour ces sociétés de fournir des services aux clients européens depuis Londres et qu'on s'attendait donc que des transferts d'effectifs soient réalisés. Voilà en quelques mots pour brosser le paysage. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes concernées? C'est peut-être difficile, c'est pas dénombré. Est-ce qu'on peut avancer un chiffre? Vous me prenez au dépourvu parce que je n'avais pas prévu de discloser ce genre de chiffres. Donc je ne veux pas vous donner un chiffre faux. On a l'impression que les... Ça se compte en milliers, en tout cas. En milliers, c'est déjà une réponse. Alors, dans ces milliers, il y a ceux qui concernent Bank of America. Et donc, Cécile, la question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait ce très heureux choix? Je vous remercie pour cette question. Alors, je suis ravie de témoigner, notamment parce qu'on a été les premiers à choisir la place de Paris pour localiser notre hub sur les marchés financiers. Alors depuis, ça fait des petits, on va dire. Alors notre stratégie, elle est assez simple. Et pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on coche déjà 2 cases. Puisqu'on a relocalisé les activités bancaires en Irlande et on a une succursale à Paris. Et c'est vrai qu'on a relocalisé des effectifs, donc ça fait grossir les effectifs parisiens. Mais je pense que là où on a été plus innovant, c'est sur la partie marché, puisqu'on a constitué, en cochant la 2e case, notre entreprise d'investissement à Paris, bien en amont, avec toutes les activités de marché, le taux, le change, les matières premières, les marchés de capitaux, la recherche. Et puis, on a aussi relocalisé les fonctions partenaires au support, donc la compliance, le risque, la finance, le juridique, les ressources humaines. Donc c'est vrai qu'en nombre d'effectifs, je ne sais pas si on est toujours les premiers, mais pendant longtemps on l'a été au moins. Donc on se félicite. Alors la question pourquoi? Alors je crois que le pourquoi, Robert Hoffel y a largement répondu, c'est avant tout un écosystème. Il y a une masse critique d'acteurs économiques et stratégiques très importante à Paris. Donc ça c'était vraiment un élément important. Vous avez cité la fiscalité. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement, qui ont été tenus en matière de fiscalité, en matière de droit du travail, sur le traitement notamment de la part variable des opérateurs de marché. Pour installer une salle de marché à Paris, c'est important. On a des talents. Alors, toutes les salles de marché du monde ont nos talents, nos ingénieurs français. Autant venir les chercher à Paris. Et donc, ils sont ravis aussi de pouvoir revenir ici. Une salle de marché, c'est aussi attirer des talents et les retenir. Alors, notre style de vie à la française, je pense que c'est aussi un atout majeur, puisqu'on voit que dans d'autres capitales européennes, c'est un petit peu plus compliqué pour faire venir des talents. Mais on l'a vu avec la pandémie, notre système de santé, par exemple, et notre système de couverture santé a été un élément important pour conserver les talents. C'est vrai que les familles qui sont venues à Paris se sont senties en sécurité à Paris. Alors tout ça, ça constitue certains atouts. Il m'a été donné 2 minutes. Et donc, je vais aussi répondre à l'accompagnement des autorités, parce que ça me semble central dans notre processus. C'est sûr que avant de choisir une place, on a aussi un certain nombre de dialogues. Et là, vous me donnez une énorme opportunité pour remercier l'AMF, la CPR et le gouvernement, parce qu'on a eu un accompagnement vraiment formidable, en faisant preuve de réactivité. C'est vrai que je crois que notre dossier a été traité dans un délai qui fait beaucoup de jaloux au sein de mon groupe, une disponibilité et un pragmatisme, notamment des échanges en anglais. C'était très important pour nous. Et une aide du gouvernement pour relocaliser les familles. Donc tout ça, c'est fait. Je garde 1 minute, ou même pas 10 secondes, pour dire aussi que ce soir, ça me semble le plus important. Parce qu'en fait, c'est l'avenir qui compte, et c'est continuer à faire rayonner la place de Paris. Donc nous, on a fait le premier pas il y a un petit moment, mais je pense que ce type de table ronde et nos réflexions vont nous permettre aussi de maintenir cette attractivité. Très bien. Mais ça a été un long processus parce que, sauf erreur de ma part, quand j'étais encore président de l'AMF, quand on a commencé les premières discussions avec Bank of America, et ça commence à dater un petit peu. Alors, années. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Bank of America, c'est plusieurs décennies à Paris. Oui, ça, voilà. J'avais discuté bien avant.
Alors, on a vu donc le point de vue d'une banque, et pas n'importe laquelle. Est-ce que sur le plan juridique, Alban, tu peux nous expliquer quels sont, d'après toi, les atouts et peut-être aussi les difficultés de la place de Paris au plan juridique? Surtout sur les atouts. Sur les difficultés, je serai rapide. Sur les atouts, mais je me tournais vers toi quand Robert parlait en me disant mais il ne nous reste plus rien à dire parce que vous avez abordé beaucoup de choses dans les interventions précédentes. Je dirais les atouts de la place de Paris, ils sont très nombreux. Si je me concentre sur les seuls aspects juridiques, je propose d'en retenir peut-être 6 ou 7. D'abord, c'est un droit réformé, et cette réforme, notamment du droit des obligations, est loin d'être passée inaperçue. Sont des éléments qui ont été déterminants, par exemple, pour l'ISDA dans le choix du droit français. Quand, en novembre 2017, on a approché le board de l'ISDA pour lui dire qu'il nous semblait que le Brexit et les difficultés d'exéquatur qui s'en suivraient du fait de la perte par le Royaume-Uni du bénéfice du système judiciaire européen, je ne vous cache pas que le droit français n'a pas été la décision spontanée. Il s'était plutôt tourné vers le droit allemand. Et c'est dans l'exploration du projet, le fait que le droit allemand applique, dès qu'il y a une asymétrie d'information entre deux contreparties, même professionnelles, l'entièreté du droit de la consommation, qui n'ont pas du tout le même régime de la preuve, de la validité des protocoles, par exemple, qui sont conclus dans le cloud, des difficultés sur le close-out netting, qui a été remise en cause par un certain nombre de décisions de jurisprudence qui n'existent pas en France. Je mets au défi quiconque de nous trouver une seule décision de jurisprudence qui, même dans un scénario de faillite, conteste l'opposabilité aux créanciers du netting. Ces éléments, évidemment, ont joué un rôle considérable pour changer l'état d'esprit du board de l'ISDA et faire le choix du droit français. Et d'ailleurs, dans les travaux les plus récents du Haut Comité sur le contrat cadre ISDA de droit français, je reviendrai sur ce point parce que ça a été un travail considérable, mais on s'aperçoit que si les raisonnements sont parfois un peu différents, les solutions du droit français sont aussi performantes que celles de droit de marchand anciens comme le droit anglais ou le droit américain. Le deuxième atout, je dirais, c'est évidemment les chambres internationales. Robert en a parlé. Je crois que la création de ces chambres, alors il faudrait plutôt dire le redéploiement s'agissant du tribunal de commerce, puisque la chambre internationale y existe depuis longtemps, mais à la cour d'appel et avoir les deux degrés de juridiction comme ça, s'emboîtant l'un dans l'autre, c'est un atout considérable. On aura l'occasion de reparler de l'exéquatur, donc je n'insiste pas, mais ça aussi, ça passe pas inaperçu. Quand en 2018, j'ai été voir les directeurs juridiques de toutes les grandes banques américaines à Londres en les convainquant de basculer leur business de dérivés avec des contreparties continentales européennes vers le droit français. Ils m'ont dit « mais qui sera mon juge ?» C'était la première question. Donc cette décision d'axer nos travaux sur cette partie de la place du projet était je crois, une très bonne intuition du président Canivet. Ensuite, la place financière est à Paris tout à fait considérable. On a 4 institutions financières systémiques au plan européen. Si vous considérez les autres pays européens, l'Espagne en a 2, Santander et BBVA, à supposer que BBVA soit une banque espagnole. L'Italie n'en a qu'une, avec Unicredit, et l'Allemagne 2, Commerce et Deutsche Bank, à supposer que Deutsche Bank soit une banque allemande. On en a 4, et c'est une boutade évidemment, mais enfin, les effectifs sont beaucoup plus nombreux à Londres qu'à Francfort. Mais si vous rajoutez à ça l'assurance et l'asset management, qui est avec notamment Amundi, une des plus grosses d'Europe, ça fait évidemment un écosystème de poids, je pense, pour constituer un des centres d'affaires principaux à l'intérieur de l'Union. Ensuite, il y a un barreau d'affaires. C'est un atout dont on parle un peu moins, mais les premiers cabinets américains sont installés à Paris après le traité de Versailles, en fait, dès la fin de la Première Guerre mondiale. Et la plupart des grands cabinets d'affaires anglais et américains sont présents ici à Paris, avec des process, des habitudes de travail qui sont développées depuis des années. L'université aussi a apporté sa pierre avec des formations en droit bancaire et financier, celle de
initié par Hervé Sainvet il y a déjà une vingtaine d'années à Paris 2, mais il y en a maintenant dans beaucoup d'universités. C'était une initiative remarquable. Beaucoup d'étudiants, beaucoup des gens qui travaillent dans nos institutions sortent de ces rangs. La qualité de la régulation, je note que le Fonds monétaire international, dans un rapport récent, vient de saluer la qualité de la régulation bancaire et financière française. Ça mérite d'être dit, et je ne reviens pas sur ce que Cécile vient de dire, mais c'est remarquable à entendre. Et puis une place organisée, des initiatives comme le Haut Comité, ça n'existait pas il y a quelques années, un forum dans lequel se parlent tous les acteurs du marché, y compris les avocats. C'est assez nouveau pour être signalé. Et aussi l'engagement des pouvoirs publics très tôt. Moi, je me souviens, le premier discours du président Hollande à l'annonce du Brexit, c'est « on va rapatrier le clearing ». C'était quand même pas banal d'entendre ça dans la bouche d'un président de la République français. Mais ce que je veux dire par cette anecdote, c'est qu'il y a eu très tôt un engagement des pouvoirs publics pour faire de Paris une des grandes places financières du continent. Et ça, évidemment, ça a été un élément déterminant dans toutes ces choses. Très bien. Merci beaucoup. Sur l'évolution de la régulation, je voudrais juste dire un mot. La COB avait une présence très forte. C'était une COB militante qui s'était ancrée dans l'idée de protéger le consommateur, presque de le surprotéger. Et elle avait une réputation auprès des acteurs de la place d'être très exigeante, assez tatillonne. Et il y a eu une mutation assez forte entre les dernières années de la COB et puis l'AMF, entre la fusion avec le Conseil des marchés financiers qui était plus proche des acteurs, qui a conduit à la situation actuelle. Alors j'espère qu'on n'a pas sacrifié, je suis même sûr, les intérêts des petits porteurs, de ceux qui s'adressent en plaçant leurs économies sur le marché financier, mais on a, je pense, évolué dans un sens vraiment de modernisation de la régulation, et je suis heureux que ça soit perçu comme ça. Donc je voulais le dire. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième point. Il y avait un défi qui était posé par le Brexit, c'est comment assurer la continuité des opérations alors qu'on n'allait plus avoir de passeport et qu'on avait énormément de fonds, d'investissements, d'activités qui étaient faits à Londres. Et comme ça a été dit par Frédéric Pelaise, à Londres par des maisons qui ne sont pas toutes britanniques, loin de là, qui sont souvent américaines ou même françaises ou allemandes, et qui font leurs opérations depuis Londres. Alors je pense que, Alban, tu es le premier, le mieux qualifié pour intervenir là-dessus, puisque tu as travaillé là-dessus. Comment le problème de la continuité des contrats, du repapering, ce qu'on appelle dans cette sorte de jargon, le fait de devoir rédiger, re-signer des contrats, comment est-ce que ça a été abordé ? Oui, c'était un sujet évidemment important et sur lequel les détracteurs des projets de la place avaient beau jeu de dire qu'il y avait ce qu'on appelle un cliff edge effect, ou que évidemment si on ne ménageait pas au Royaume-Uni une série d'exceptions, l'ensemble de la population servie depuis Londres sur le continent allait se retrouver dans une situation infernale avec des nullités de contrats, etc. Et je pense que le Haut Comité s'est saisi assez tôt de ces sujets, a divisé ses travaux dans les 3 grandes branches ou 4 grandes branches de la matière, c'est-à-dire la banque d'une part, les produits dérivés, les opérations financières, l'assurance et la gestion. Et à chaque fois, on s'est aperçu et on a publié. Cécile me disait en préparant cette intervention combien le fait que la publication de ces rapports, le fait qu'ils soient aussi en anglais, qu'ils puissent être partagés à l'intérieur d'établissements bancaires avec les principals, enfin, les gens qui prennent les décisions, c'est utile. C'est beaucoup plus efficace qu'une opinion juridique produite à l'état unique. Et finalement, je dirais, il y a 2 choses sur lesquelles la place a eu une action déterminante. La première, c'est dans la clarification sur le plan régulatory, sur la clarification du fait qu'il n'y avait pas de cliff edge effect et que en droit aussi bien français qu'anglais, notamment par exemple dans la prestation bancaire ou dans la prestation de services d'investissement, il convenait de considérer que le service avait été intégralement rendu au moment où le contrat a été conclu, qu'il est épuisé d'une certaine manière, et que le fait que le Brexit survienne au milieu de la vie du contrat ne perturbait pas, du point de vue de la conformité avec le monopole,
les équilibres ou la conformité juridique de cette opération. Mais ces choses-là, elles ont demandé beaucoup de travail. On n'est pas d'ailleurs parvenu sur la gestion ou l'assurance toujours aux mêmes conclusions. Ça a été des éléments importants de la stabilité. Alors ensuite, s'est engagé un deuxième chantier, mais qui était là, sur lequel on ne pouvait rien faire, c'est qu'à partir du moment où les établissements anglais ou américains décidaient de relocaliser à Paris ou de créer une partie de leur business, eh bien, il a fallu redocumenter la relation contractuelle avec des clients qui, jusqu'à présent, traitaient depuis Londres ou avec les entités londoniennes. Et ça, la loi Pacte a imaginé, par exemple, des systèmes assez innovants, avec des notifications unilatérales auxquelles on pouvait accorder une certaine valeur, y compris dans le silence, pour peu que les parties continuent de traiter. Le droit français a dit la nouvelle entité que vous aurez désignée, c'est la contrepartie sur laquelle le bouc sera maintenant concentré. Et puis on a, avec l'ISDA aussi, accompagné ce mouvement en publiant des avenants types, enfin tout un tas de choses qui ont essayé de simplifier un peu la vie de ces opérateurs, mais c'est encore un gros chantier. Merci beaucoup. Alors je me tourne maintenant vers Cécile. Comment ces problèmes juridiques ont-elles été vécus au niveau de votre banque et par les autres acteurs internationaux que vous pouvez connaître? Et est-ce que les modestes travaux que nous avons faits ont été utiles? Merci. Alors, je pense que la première difficulté, c'était la gestion de l'incertitude. Alors, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai à la fois l'incertitude du calendrier et puis l'incertitude de l'accord, de pas d'accord, de période transitoire, sur quoi. Et on a commencé par dire qu'il y avait très peu d'éléments financiers, en fait, dans l'accord global. Et c'est vrai que nous, on a dû imaginer autant de scénarios que d'éventualités et répondre à chacune de ces options. Ce qui veut dire qu'on a dû documenter ou redocumenter notre relation avec nos clients en parallèle du maintien de la relation contractuelle existante, par exemple. Et chaque client décide de transférer son activité ou pas en fonction du moment où il pensait que ça allait survenir. Donc c'est vrai que ça a décalé dans le temps et aussi ça a généré de l'incertitude. Alors ensuite, je pourrais faire très court et dire que presque toutes les problématiques ont été listées dans les rapports du Haut Comité juridique de place. Alors, ils ont été listés dans les rapports sur le Brexit, dans notamment le rapport sur l'ISDA de droit français, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a eu ce travail de documentation, cette cartographie des activités à transférer, tout ce qui est lié aussi aux acteurs, les chambres de compensation, tout ce qui est nécessaire à l'écosystème. Mais là où je vais chercher le rapport tous les jours, c'est qu'est-ce que le monopole bancaire en droit français? Qu'est-ce que le secret bancaire? Qu'est-ce qu'un intermédiaire en opération de banque? Donc toutes ces questions vraiment sont au cœur de la séquence dans laquelle on est, puisqu'on a transféré nos activités, mais on n'a pas encore une très bonne connaissance globale et internationale du régime juridique français. Et comme je le partageais du coup avec Alban, c'est vrai que les rapports, c'est un outil public. Donc ça nous permet de les distribuer en interne, mais aussi dans le cadre de négociations. Alors ce qu'on fait aussi, en manière pratique, c'est que chaque question juridique ou chaque activité qui est bien connue, on la regarde d'un point de vue du droit français, d'un point de vue du droit anglais et d'un point de vue du droit irlandais, et on regarde quelles sont les conséquences pour nous en termes de processus, en termes de communication vis-à-vis de nos clients, en termes de documentation. Et donc, on a pour chaque vraiment nouveauté, nouvelle question, ce régime triple. Alors, il y a peut-être un exemple qui est intéressant aussi, c'est celui de l'exemption interdealer, et je crois que quelqu'un va élaborer ensuite.
On voit bien que cette exemption, elle n'est pas nouvelle. Pour autant, on a eu besoin de donner plus d'assurance, plus de clarification pour que nos interlocuteurs, et notamment dans mon groupe les Anglais, comprennent mieux qu'on pouvait absolument se reposer sur cette exception une fois qu'elle était réglementée. Sur les travaux du Haut Comité, donc j'ai dit il y a ce travail pédagogique, mais quand on en parlait avec Alban, il faut avouer qu'il n'y avait pas de consensus. Souvent, l'analyse n'avait pas été menée. Et si nos cabinets français ne sont pas les ambassadeurs du droit français, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce travail qui a été fait, l'obtention d'un consensus, des opinions juridiques qui, du coup, ne contiennent plus de réserve. Et ça, c'est vraiment très utile pour la défense du droit français. Alors, pour autant, les statistiques ne témoignent pas d'un raz-de-marée. Moi, je ne vois pas vraiment de demande forte d'ISDA en droit français, mais je pense qu'il faut du temps. On a eu aussi beaucoup de choses à gérer, et donc ça risque de se faire au fil de l'eau. Merci beaucoup. Un mot sur le rôle du comité. Si on atteint ce résultat, c'est en grande partie à cause de la qualité des groupes de travail. C'est-à-dire si beaucoup de problèmes sont recensés, c'est parce qu'en fait on réunit tous les acteurs possibles, la plus grande variété, pour essayer d'une part qu'ils signalent tous les problèmes, que les traitent dans le rapport, et puis essayer d'arriver, comme vous l'avez dit, à un consensus. Et alors s'il n'est pas toujours à 100%, mais pour essayer de trouver des solutions qui soient réalistes et qui forment un accord sur lequel après on peut s'appuyer. Alors, Frédéric, il vous appartient de conclure sur ce deuxième thème. Alors, les questions que je vais vous poser ne sont pas les plus faciles, parce que elles me parlent personnellement beaucoup, parce que, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a des choix. Nos amis britanniques sont extrêmement compétents, ce sont de très bons négociateurs, et ce sont des juristes très habiles. Donc, ils vont, en fonction des circonstances et ce qu'ils veulent faire, ils peuvent essayer de maintenir le plus possible d'activité. Alors, est-ce que vous vous préoccupez à l'AMF de ces possibilités de manœuvre de nos amis britanniques, et comment est-ce que le problème que j'ai déjà connu il y a 4-5 ans, comment il se pose aujourd'hui? Alors, en termes d'accès au marché européen et français des acteurs britanniques, je crois que l'enjeu juridique, il se décompose en 3 morceaux. Le premier, est-ce qu'il y a une réponse commune, européenne? Oui, ce sont les régimes pays tiers qui sont prévus dans certains textes. Oui, mais voilà, ils n'ont pas été enclenchés, ils n'ont pas été activés. Donc on en est revenu, dans certains domaines, et je vais en décrire quelques-uns, à la primauté du droit national, ce qui nous a amené à des paysages un petit peu divergents, avec des approches nationales qui étaient un peu dissemblables. Et puis enfin, le troisième volet, c'est, du point de vue britannique, de certaines entités britanniques, l'existence en fait de certaines voies, peut-être de contournement du droit, qui leur a permis d'accéder, dans certains cas, à une clientèle européenne. Mais qu'aujourd'hui, les régulateurs européens ont tout à fait identifié et s'emploient à limiter. Donc, je vais reprendre brièvement chacun de ces points. Donc, le point de départ, c'est le fait que le Brexit a vraiment posé la question pour l'Union européenne de savoir si elle était prête à activer ces régimes pays tiers qui figurent dans les règlements et les directives européens. Ces régimes ne sont pas homogènes entre eux. D'ailleurs, il y a certains textes qui n'en prévoient aucun. Et une grande majorité de ces régimes sont basés sur la notion d'équivalence. Donc c'est une notion selon laquelle, si l'Union européenne estime que le droit du pays tiers aboutit à des résultats équivalents au droit européen, alors il est possible d'ouvrir le marché européen, le marché unique européen, à des acteurs agréés dans le pays tiers concerné, et à des produits financiers conçus et agréés dans ce pays tiers. Et ce, en s'en remettant en quelque sorte aux règles et à la supervision du pays tiers. Donc,
notion qu'on appelle la déférence en anglais. Alors, il se trouve que la Commission n'a octroyé à ce jour aucune décision d'équivalence au Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni avait pris soin de rapatrier dans son droit la totalité de l'acquis communautaire en matière de services financiers. Donc au 1er janvier 2021, sur le papier, l'équivalence était totale. Le problème, c'est que les intentions ultérieures du Royaume-Uni n'inspiraient pas confiance, disons, à la Commission, puisque Londres avait clairement affiché son intention d'utiliser à plein son autonomie législative retrouvée pour diverger du droit européen, et les signaux se multiplient. Donc cette absence d'équivalence, elle a signifié que dans plusieurs domaines, c'est le droit national de chaque État membre qui prévaut. Je vous donne 2 exemples. La fourniture de services d'investissement à des clients professionnels européens, qui va dépendre de l'existence d'éventuels régimes nationaux pays tiers. Autre exemple, la commercialisation à des investisseurs professionnels de fonds d'investissement non européens qui dépend de ce qu'on nomme les régimes nationaux de placement privé. Donc dans chacun de ces domaines-là, chaque État membre, en l'absence de régime pays tiers enclenché, chaque État membre est libre d'ouvrir son marché en totalité, partiellement ou pas du tout. Le résultat, c'est qu'on a vu se créer un peu un patchwork de régimes d'exemption nationaux, dissemblables, plus ou moins permissifs, qui ménagent à certains types d'acteurs britanniques un accès à certains marchés nationaux, sans toutefois leur donner le bénéfice de l'accès à tout le marché unique, puisque généralement, ça se fait sans accès au passeport européen. Pour illustration, par exemple, le Luxembourg utilise son régime national de placement privé pour autoriser la commercialisation de fonds OPCVM britanniques sur son territoire. Autre exemple, en Espagne, on l'a vu cet été, les EI, les entreprises d'investissement britanniques peuvent fournir des services d'investissement à des entreprises d'investissement, des banques ou des sociétés de gestion de portefeuille espagnoles, sans limitation et sans établir de succursale en Espagne. Alors en France, on a aussi utilisé cette faculté, mais dans un état d'esprit un peu différent. Pas vraiment pour forcément faciliter l'accès à notre marché, mais plutôt dans l'optique de permettre à nos entreprises d'investissement et à nos banques de pouvoir continuer à couvrir leurs risques de bilan en négociant pour compte propre avec des contreparties de pays tiers, et notamment britanniques. Et c'est ça qu'on appelle l'exemption interdealer, qui a été introduite dans le droit français par la loi Pacte. Donc voilà un peu l'évolution. Et je terminerai simplement pour dire qu'en l'absence d'équivalence, et voire en l'absence d'ouverture par les régimes nationaux, on a pu également observer, et il est une notoriété publique, que certaines sociétés britanniques, conseillées par leur conseil, ont tenté de maintenir leur accès à la clientèle européenne en recourant à certaines pratiques qui peuvent s'assimiler à un contournement du droit. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle en français la sollicitation inversée, la reverse solicitation, qui consiste à dire qu'un service d'investissement fourni depuis Londres à des clients européens peut être réputé ne pas être fourni sur le territoire de l'Union européenne et donc ne pas requérir un agrément si le client l'a lui-même sollicité de sa propre initiative, et donc, autrement dit, si ce service n'a pas été promu activement par le fournisseur auprès de ses clients européens. On a vu malgré tout des pratiques se développer consistant à insérer des clauses contractuelles standards ou des disclaimers qui plaçaient d'emblée la relation contractuelle entre le fournisseur britannique et le client européen sous l'empire de la reverse solicitation. C'est un point qu'on a bien identifié entre régulateurs européens, avec l'ESMA, et cette pratique, on s'emploie à la pointer du doigt et à la bloquer, peut-être à terme, on verra, à la sanctionner. Il y a d'autres exemples. Alors, ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que très souvent, ce sont les acteurs européens qui nous remontent ces pratiques de contournement et qui écrivent à la Commission et à l'ESMA pour les décrire. Il y en a d'autres encore, oui. Bien, je crois qu'on a donné une assez bonne idée de la manière dont ça se passait en temps réel. Alors, on n'a pas abordé encore le contentieux, et donc il y a des sujets contentieux assez importants. Et je vais demander à Alain Lacabaratz de
d'expliquer où nous en sommes, et ce que nous avons fait en France et comment ça va se développer. Merci, Président. Alors, évidemment, le mieux, c'est de se passer de juge. Mais enfin, bon, on ne peut pas toujours faire sans. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les utilisateurs puissent avoir confiance dans le fonctionnement du service de la justice. Alors, c'est dans cet esprit qu'a été proposé par un rapport du Haut Comité sous la présidence de Guy Canivet la création de chambres internationales à la Cour d'appel de Paris et au tribunal de commerce de Paris. Alors, je précise que le tribunal de commerce de Paris avait déjà engagé ce processus dès 2010, mais finalement, la création des chambres internationales a été officialisée, entre guillemets, en 2018. Officialisée de manière très relative. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement qui prévoit, c'est simplement de l'organisation interne voulue par les chefs de la Cour d'appel de Paris et par le président du tribunal de commerce de Paris. Principale caractéristique de ces chambres internationales, des juges aux compétences particulières, pouvant suivre les débats en anglais et acceptant donc de faire en sorte que le procès se déroule en anglais avec des pièces en langue anglaise. La seule chose qui subsiste, c'est que le jugement doit être rédigé en français. Alors, je ne suis pas très fier du fondement juridique de cette obligation. Villers-Cotterêts, 1532. Il faudrait peut-être qu'on trouve quelque chose d'un peu plus moderne, me semble-t-il. Ou alors admettre que les jugements puissent être complètement rédigés en anglais directement, sans passer par la phase traduction. Les règles de procédure sont importantes. Il faut faire en sorte que la procédure puisse se dérouler suivant un certain rythme, ne s'enlise pas et aboutisse à des jugements qui puissent vraiment être prévisibles pour les acteurs dès le début de la procédure. Donc, il y a des protocoles de procédure qui sont destinés à vraiment encadrer les échanges entre les parties, à favoriser le système d'administration de la preuve, à faire en sorte que l'audience présente une plus grande interactivité, comme on dit. Voilà, en gros, comment ça se présente, aussi bien au tribunal de commerce qu'à la Cour d'appel. Alors, le Haut Comité a un groupe de travail qui a été constitué il y a quelques semaines pour voir quelles sont les pistes d'amélioration. D'abord, faire un état des lieux. Le volume d'affaires traitées n'est pas encore énorme, il n'est pas à la Cour d'appel de Paris, on parle d'une centaine de procédures, y compris l'arbitrage, y compris les recours en matière d'arbitrage. Donc il faut quand même relativiser l'importance du chiffre. Donc on n'est pas encore sur des statistiques faramineuses, mais ce groupe de travail qui a été constitué par le Haut Comité a pour objectif de lister les principales problématiques constatées à l'heure actuelle et proposer, si c'est possible, des pistes pour renforcer le dispositif. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a, sans préjuger les conclusions de nos collègues sur le bilan, il y a un problème aussi de moyens techniques et humains. C'est-à-dire que pour juger vite et en anglais, eh bien, il faut avoir des moyens, des magistrats spécialisés, vous l'avez dit, mais aussi sans doute des assistants et des moyens d'accompagnement. Donc ça, c'est justement un problème qu'on va poser. Juste un mot, à ce point de vue-là, le tribunal de commerce de Paris n'a pas de juriste assistant. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour moi, des chambres internationales supposent un corps de juges avec des assistants. Pas seulement des juristes assistants, mais des assistants dans les domaines économiques et financiers. Il n'y a pas grand monde actuellement sur ce plan, aussi bien au tribunal de commerce, comme je viens de le dire, mais même à la Cour d'appel de Paris.
Est-ce qu'on peut dire un mot encore sur l'arbitrage, parce que vous avez travaillé spécialement sur l'arbitrage, vous l'avez un peu évoqué. Oui. Quelle vue vous avez sur l'acquis en matière d'arbitrage? Alors, effectivement, j'ai présidé le groupe de travail sur l'arbitrage en matière bancaire. Ma grande surprise, d'ailleurs, a été de voir qu'il y avait une certaine réticence des établissements bancaires à l'égard des procédures d'arbitrage. Et les préconisations qui ont été faites par le Haut Comité, après des échanges avec l'ensemble des acteurs, essayent de répondre finalement à ces difficultés pointées par les établissements bancaires. On a senti, par exemple, que les banques avaient besoin d'informations sur les qualités des arbitres, proposés notamment par les institutions d'arbitrage. On a senti ce besoin et nous avons fait des préconisations sur ce point. Les banques ont aussi pointé du doigt que trop souvent, les procédures d'arbitrage s'enlisaient. C'est comme les procédures judiciaires, finalement. Il n'y a pas de différence fondamentale à ce point de vue-là, semble-t-il. Les procédures d'arbitrage pouvaient s'enliser. Donc, nous avons fait des préconisations en faveur de procédures accélérées, avec un encadrement précis des échanges entre les parties, calendrier de procédure et surtout encadrement des modes de preuve. La terreur des banques, c'est les systèmes de preuve à l'américaine. Désolé de le dire. Donc, on a senti que là, il y avait peut-être des choses que le droit français pouvait proposer. On peut faire beaucoup de choses avec le Code de procédure civile, notamment l'article 145 du Code de procédure civile. Et nous avons fait des préconisations sur l'encadrement des modes d'administration de la preuve. On a bien senti aussi, à travers ce que disaient les banques, qu'on a peur des coûts de l'arbitrage. Donc, la clarté et la prévisibilité des coûts font partie des préconisations du Haut Comité sur ce plan. Et puis, le dernier point, c'est que les banques nous ont dit on a besoin de connaître la jurisprudence arbitrale. C'est vrai que la jurisprudence arbitrale, elle n'existe pas. Enfin, les sentences arbitrales ne sont pas publiées. Et nous avons pensé qu'il était peut-être possible de faire connaître la jurisprudence arbitrale sur les questions juridiques qui sont traitées par les arbitres, avec évidemment une anonymisation qui est absolument indispensable. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais me tourner vers les deux praticiens, Cécile Bieder et Allemand Kaimer du Ferrage, pour leur demander finalement quelle est leur analyse. Est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce qu'il y a des craintes des professionnels liées à ce transfert de compétences des tribunaux britanniques vers les tribunaux européens? En surplomb de cette question, il y a en fait la question de l'exéquatur, puisque jusqu'à présent, il faut le rappeler, tant que la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, tout jugement rendu par un tribunal britannique était exécutoire dans toute l'Union. Au jour où nous parlons, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord là-dessus? Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est très important. Non pas que la procédure d'exéquatur ne puisse pas donner les effets juridiques qu'on souhaite, mais évidemment, elle est longue. Elle dure longtemps, ce qui est un inconvénient en matière financière. Alors, Cécile d'abord. Alors, bon, si on peut se passer du juge, nous aussi praticiens, on va être d'accord. Non, moi pas. Vous me demandez nos craintes, en fait, ou les difficultés. Alors, en fait, moi, je ne perçois pas vraiment de craintes aujourd'hui, mais par contre, beaucoup d'attentes. Les attentes, elles viennent d'être relevées. Prévisibilité des décisions. Je pense que c'est la première attente et vous y avez fait référence pour parler des chambres, mais aussi de l'arbitrage. C'est vrai que, en tant que praticien, on a à ce stade des difficultés à préconiser des recommandations
en l'absence d'une jurisprudence foisonnante. Et ça, c'est une difficulté pour faire venir, ou pour le transfert. Il y a quelques années, j'avais par exemple demandé une cartographie des décisions en matière de dérivés. Alors, en tout et pour tout, en droit français, y compris en regardant des décisions qui n'étaient pas directement applicables en matière de dérivés, on a 40 décisions. Alors, ça ne répond pas à toutes les questions. Et c'est vrai qu'on a beau se référer au droit civil, expliquer qu'on a les règles, la prévisibilité, c'est vraiment clé. Ensuite, on a la cohérence des décisions, notamment dans le rapport, il est bien indiqué qu'on assurait une cohérence, notamment avec des décisions rendues à l'étranger. Et c'est vrai que s'il y a des positions qui ont été prises en droit anglais, en droit de New York, ce sera quand même intéressant de s'y référer pour éviter les écarts. Le pragmatisme, alors la langue anglaise, la rapidité des décisions, la possibilité de demander à des experts d'être entendus par le tribunal. Et ça, on sait que l'ISDA, notamment, est souvent intervenu dans certaines procédures et que c'est un élément important. Alors, j'avais dit que je n'avais pas de crainte. Un petit peu quand même. Et donc, non. Non. Des attentes. Et donc, dans ce cadre-là, de manière totalement fortuite, il y a 2 jours, on m'a demandé mon avis sur la clause de juridiction. Il y avait un contrat commercial et la seule question qui m'était posée, c'est la clause de juridiction. Un cabinet français qui nous conseille nous donnait l'option entre l'arbitrage et les chambres internationales. Et j'avoue qu'il a été très rapide de prendre la décision pour les chambres internationales. Donc ça montre bien à quel point on valide les clauses avec les chambres internationales en interne, sans grande difficulté, mais on aura besoin, je pense que les travaux, d'avoir un retour sur la jurisprudence, à la fois sur l'arbitrage et sur les chambres, ce sera très intéressant pour donner plus de confort. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, dans ces domaines, le succès appelle le succès, et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si les Britanniques ont une telle domination sur le droit financier en termes juridiques, c'est aussi parce qu'ils ont eu énormément d'affaires. Ils étaient à la fois proches des milieux d'affaires, mais en même temps, ils avaient énormément de contentieux. Et donc, c'est vrai que si en France, on a plus d'affaires, on va construire une jurisprudence, je pense. Maintenant, si au contraire, on a peu d'affaires, on risque d'en rester aux questions, aux attentes, et de ne pas répondre complètement à ces attentes. Alors, Alban, vous avez vu ces chambres internationales développer leur activité. Quelle est ton opinion dessus ? Bon, pour qu'on ait des affaires, déjà, il faut qu'en amont, les acteurs de la place signent le contrat ISDA de droit français qui fait une élection de juridiction devant ces chambres. Et donc, c'est un long shot. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Cécile. Il n'y a pas de raz-de-marée. Mais c'est un peu comme le changement climatique. L'eau monte. Et moi, je vois de plus en plus de banques qui engagent ces chantiers. Alors, elles ont eu beaucoup de choses à faire au cours des dernières années. Entre BMR, les chantiers Libor, le repapering dont on parlait tout à l'heure, c'était peut-être pas la priorité, mais il y a une tendance de fond. Sur quoi dire aujourd'hui de retour d'expérience du praticien sur ces chambres, je dirais d'abord qu'elles ont le mérite d'exister, parce que les sujets d'exéquatur que tu évoquais là demeurent considérables. Et on voit bien dans les oppositions récentes formées par la Commission européenne à l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano, qu'il y a quelque chose qui tient de la souveraineté. C'est que le système de coopération judiciaire européen qui fait qu'on prête le concours de la force publique, de la police ou de la gendarmerie pour exécuter par la force une décision de justice rendue par un tribunal à Wrocław en Pologne, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en dehors d'une organisation politique aussi intime que l'Union, ou l'espace économique européen sous la supervision de la Cour de justice. Et je dis qu'elles ont un premier mérite, ces chambres, c'est celle d'exister. Parce que quand on regarde à l'étranger,
Les gens font beaucoup de cas sur les initiatives d'Amsterdam, de Bruxelles, de Singapour. Alors Singapour, c'est toujours un sujet d'étonnement pour moi parce qu'on ne voit pas très bien ce que Singapour pourrait régler des problèmes posés par Londres. Les sujets d'exéquatur sont évidemment les mêmes. Enfin, Amsterdam et Bruxelles, évidemment, c'est différent. Mais quand on regarde dans le détail, moi j'ai interrogé il y a quelques jours nos associés à Amsterdam pour savoir quelle était l'activité des chambres internationales de la Cour à Amsterdam, en réalité, c'est très faible. Vous disiez 100 affaires à la Cour d'appel. Au tribunal, c'est beaucoup, beaucoup plus. Hein. Et 100 affaires, c'est déjà très significatif. Alors, est-ce qu'elles sont toutes relatives à des opérations financières? Non, pas encore. Mais je rappelle qu'il y a encore quelques années ou quelques mois, 80% des opérations bancaires et financières à Paris étaient régies par le droit anglais avec une élection de juridiction à Londres. Donc, on ne peut pas imaginer que, comme ça, on va inverser en un claquement de doigts une tendance de fond. Sur le reste, quand j'en parlais avec un directeur juridique d'une banque française il y a quelques temps, directeur du contentieux, c'est vrai que malgré toutes les améliorations de l'arbitrage, cette réticence, elle demeure. Hein. Il me disait, c'était sous forme de boutade, mais ça reprenait pas mal de vos choses, il disait, mais nous, quand on me vend l'arbitrage, on me dit que c'est rapide, que c'est confidentiel et que c'est expert. J'en ai fait 3 dans ma vie, les 3 étaient faux. Et évidemment, il y a un cas pour les chambres internationales, et c'est vrai qu'elles rassemblent un peu le meilleur des deux mondes, hein, d'une certaine manière. C'est qu'elles offrent les garanties du système judiciaire, à commencer par la gratuité de la justice, hein, 52 € pour faire un procès au tribunal de commerce de Paris. Je ne parle pas des frais d'avocat, hein, mais des frais de cour. Et une forme de flexibilité de l'arbitrage, notamment sur la rapidité des calendriers. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, hein, mais je pense que sur la prévisibilité, je terminerai par là. Quand vous voyez le président du tribunal de commerce de Paris, Paul-Louis Netter, qui, dans une interview à l'ISDA, qui a été relayée dans le monde entier, et qui dit, écoutez, quand me sera soumis une question sur l'interprétation d'une clause du contrat ISDA, dont on sait qu'en droit français, il est un décalque à peu près, enfin le plus exact possible, d'un contrat ISDA sur lequel il y a des volumes, il y a 35 ans de jurisprudence à New York et en Angleterre. Le tribunal de commerce de Paris aura à cœur d'aller voir quelle solution a été donnée à ce problème-là à Londres ou à New York. Et dans la mesure où l'affaire qui m'est soumise le permet et où le droit français le permet aussi, on aura à cœur d'assurer une forme de continuité, de stabilité dans ces décisions-là. Je crois qu'on a fait énormément de chemin. C'est prodigieux. Ouais. Bien, pas d'exception française sur ce terrain-là. Bon. Merci beaucoup. Hein. J'espère qu'on a donné une image assez exacte de la situation actuelle. Avant de donner la parole à la salle, hein, pour des temps de questions qui a été prévu, je vais esquisser une conclusion. Je pense qu'on est un peu au milieu du gué dans cette affaire-là, parce que, comme Frédéric l'a dit, le droit anglais aujourd'hui est extrêmement proche du droit européen, vu que tout a été transposé. Donc on part au même niveau. Du côté de l'Union européenne, aucune décision d'équivalence n'a été prise, sauf pour les chambres de compensation dont on n'a pas parlé, et pour une durée limitée. Parce que là, en fait, c'est des questions, c'est pas du tout une question juridique, c'est une question économique. Il était extrêmement difficile de transférer l'activité des chambres de compensation sur les taux et sur le change de Londres à Francfort ou à Paris ou ailleurs, sans créer des dommages très importants. Donc au total, on est en quelque... Donc il y a des acteurs, comme Cécile nous l'a dit, qui ont déjà tiré les conséquences de l'évolution juridique en changeant leur positionnement, qui s'en trouvent dans une situation correcte pour développer leur activité, mais on n'est pas au bout du chemin. Parce qu'on ne sait pas encore quel sera le sort de l'application des décisions des tribunaux britanniques sur le territoire de l'Union européenne, probablement exéquatur, mais ce n'est pas sûr, il peut y avoir un accord. On ne sait pas jusqu'où l'Union européenne sera finalement, la Commission, hein, parce que c'est la Commission dans ce domaine-là, sera prête à aller pour accorder l'équivalence ou pour reconnaître la situation de pays tiers à la Grande-Bretagne. Il y a des arguments qui sont quand même assez favorables, hein, dans la mesure où l'équivalence a déjà été donnée
pour des pays pour lesquels les opérations étaient beaucoup moins nombreuses, mais où l'Union européenne a été assez ouverte sur l'octroi de l'équivalence. Alors, pour un pays comme la Grande-Bretagne aussi proche, c'est assez difficile, même si on est bien conscient que si on le fait, on a une masse d'opérations concernées bien plus considérable que celle qu'on avait dans les autres cas. Donc tout ça, on est encore... quant à l'habileté des juristes britanniques pour essayer d'obtenir des délégations, d'installer des sociétés de gestion, par exemple, en Union européenne, en leur donnant très très peu de moyens et pour qu'elles délèguent leurs activités opérationnelles comme par hasard à Londres, on ne sait pas encore vraiment. L'ESMA travaille là-dessus depuis plusieurs années. Donc tout ça, c'est des questions qui restent en fait assez ouvertes. Et du fait que, comme je le disais en commençant, il y a eu très peu de choses, voire quasiment rien, dans les traités, eh bien, il va falloir encore un certain temps pour que ça se décante. Néanmoins, je terminerai là-dessus, j'ai été très frappé en lisant The Economist de cette semaine. Il y a tout un article sur le déclin de la place de Londres. C'est-à-dire que nous, on a tendance en Europe et surtout en France, avec notre esprit assez critique, à dire non, mais finalement, Londres reste une immense place, etc., ce qui, je crois, est exact. Mais quand on voit ce que disent les Britanniques eux-mêmes, c'est quand même un journal très international, mais enfin qui est quand même rédigé par des Britanniques principalement, eh bien, ils se plaignent du fait qu'il y a moins d'emplois, il y a moins d'opérations, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils cherchent à adapter leurs droits, ce qui est d'ailleurs assez curieux d'une certaine façon, puisque jusqu'à présent, ce droit ne les avait pas gênés. Il y a peut-être la question des bonus, vous l'abordiez tout à l'heure. Il y avait eu un mouvement, si vous vous souvenez bien, après la crise des subprimes, pour dire non, mais c'est immoral d'avoir des bonus aussi importants, etc. Donc il faut limiter. Les Anglais avaient été très réticents à ça, mais ils avaient fini par s'incliner. Alors est-ce que cette question va être réouverte? Voilà. Nous avons fait notre mieux pour essayer d'éclairer ce vaste sujet. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? Comme tout. Oui, monsieur. Enfin, on va vous donner le micro, mais sinon, dans cette salle, en fait, d'expérience, on y arrive. Bonsoir, Georges Afaki. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. J'ai eu la chance de travailler dans le groupe sur l'arbitrage sous la présidence d'Alain, la direction de Gérard et avec beaucoup d'amis qui sont présents dans la salle. Le groupe était d'une parité parfaite, président. Il y avait les banques, il y avait les représentants du monde de l'arbitrage, et on est sorti avec un dialogue pour la première fois apaisé et ouvert. Et les banques ont indiqué ce qu'elles attendaient de l'arbitrage. Très simplement, une justice experte, rapide, peu coûteuse. Et on avait la chance d'avoir également dans le groupe de travail du HCJP, la plus grande institution d'arbitrage que nous avons la chance d'avoir ici à Paris, c'est la Chambre de commerce internationale, la CCI, qui est une organisation internationale qui a le statut d'observateur aux Nations Unies. Son président, son secrétaire général et un membre de la Cour d'arbitrage étaient présents avec nous. Et le règlement d'arbitrage de la CCI répond à toutes ces exigences de la banque. D'une part, la justice arbitrale finalisée, puisque les sentences arbitrales ne sont pas susceptibles d'appel et sont reconnues grâce à la Convention de New York dans 170 pays à travers le monde. Elles ne sont susceptibles d'annulation que dans des cas qui sont limitativement énumérés dans cette Convention, qui sont des cas extrêmes qui n'arrivent pas tous les jours. Le règlement d'arbitrage de la CCI, dès lors que le montant en litige est en dessous de 3 millions de dollars, mais au-delà si les parties souhaitent faire la demande, peut être géré, donc la procédure, en 6 mois. Donc en 6 mois, vous avez votre sentence qui est rendue dans vos mains. Alors pour ça, il vaut mieux avoir un arbitre unique plutôt que 3 arbitres, mais les banques ont dit on préfère avoir notre arbitre. Et le président de la Cour d'arbitrage de la CCI a dit je suis prêt, dans le cas où les banques font la demande, à leur offrir un règlement avec une procédure accélérée et 3 arbitres. Et je rappelle, pour la justice experte des arbitres, il suffit de bien choisir son arbitre. L'arbitrage vaut autant que l'arbitre. Et il faut que les banques, lorsqu'elles sont parties à l'arbitrage,
utilisent toutes ces prérogatives qu'elles ont. C'est-à-dire que les directeurs juridiques, leurs juristes, s'impliquent vraiment dans la procédure avec les avocats, choisissent les arbitres, et ensuite vous pouvez voir que, à côté de la magnifique chambre internationale que nous avons à la Cour d'appel de Paris, il y a de la place également pour l'arbitrage comme une justice alternative. Merci beaucoup pour ce témoignage.